Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire où ce soir nous invitons Benoît Fernandez-Riouf. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Alors pour ma part, je suis Monsieur Weissrock, représentant la société WH Self Invest en France, ici à Paris, dans le 9e arrondissement, où nous effectuons régulièrement des formations. La prochaine aura lieu le 23 juin. En deux parties. En matinée, nous aurons Éric Lefort et en après-midi, Philippe Lermy. Donc, dès ce soir, la formation doit être en ligne, donc vous pouvez là aussi vous y inscrire gratuitement. À la différence d'un webinaire, c'est une formation présentielle. Ce qui dit présentiel dit un nombre de chaises limité fatalement. Donc, merci donc de ne pas tarder à vous inscrire. Bon, généralement, il y a toujours de la place, mais ne tardez quand même pas au dernier moment à vous inscrire. Donc, c'est présentiel et on fait en sorte de tous déjeuner ensemble. C'est également très convivial. Donc, c'est une journée complète de formation qui vous est offerte par WH Self Invest. À votre charge, juste le repas de 25 €. Voilà, pour être tout à fait précis. Sans aucune obligation, bien sûr, de participer au repas. Alors, ce soir, je vais juste dire un petit mot WH Self Invest par rapport aux cryptos et au sujet de ce soir. Donc, chez Self Invest, nous ne donnons pas accès au travers du CFD Forex à la spéculation sur les crypto-monnaies, pour la bonne et simple raison que nous considérons que l'effet de levier que la volatilité est trop forte sur ce genre d'actifs et le risque est trop grand pour des traders qui sont généralement peu aguerris sur la catégorie CFD Forex. Par contre, nous avons deux autres solutions. Une première solution au travers des futurs. Là, généralement, quand on va sur les futurs Bitcoin ou futurs Ethereum, donc il y a deux contrats sur chaque futur que le CME a lancé pour le plus ancien d'entre eux en 2017. Donc, vous avez bien sûr accès à cette offre future qui est très prisée de nos traders. Et là, à l'inverse du CFD, les gens qui sont généralement sur futur sont plus aguerris. Et la deuxième possibilité, c'est d'opter donc pour un compte avec notre partenaire Swissquote, non pas pour spéculer, mais pour convertir vos avoirs ou une partie de vos avoirs qui sont en euros ou en dollars vers l'une des 23 crypto-monnaies proposées. Donc, pour avoir cette offre, il faut se rendre sur le site WH Self Invest avec l'onglet Actions, parce que c'est dans cette catégorie Actions que l'on a également l'offre sur les crypto-monnaies. Voilà, et bien évidemment, je reste pour ma part à votre disposition pour échanger avec vous s'il y avait des questions vis-à-vis de Self Invest. Mais là, pour laisser la parole à Benoît pour tout d'abord se présenter et pour bien sûr évoquer ce point Bitcoin et crypto, je lui laisse la parole et je reste à votre écoute. S'il y a des questions, je relayerai les questions que vous pouvez faire paraître dans le chat et bien sûr, je répondrai à des points sur l'offre Self Invest ou autre que vous pourriez avoir. Donc c'est bon, Benoît, c'est pour toi. Merci Alain pour cette introduction. Merci à WH Self Invest et effectivement Univers Bourse pour organiser ces webinaires récurrents. Donc ce soir, on est sur un sujet qui intéresse beaucoup de monde et de plus en plus, puisque voilà, ça fait un peu plus d'une décennie que le Bitcoin existe, 13 ans exactement. Et si au début il intéressait uniquement un nombre vraiment très, très restreint de personnes, dont plutôt des geeks en fait, sur la partie projet informatique de cette chose nouvelle qui à l'époque avait été lancée, eh bien petit à petit on va revoir ça ensemble. Il a conquis de plus en plus de personnes jusqu'à atteindre le grand public et désormais aujourd'hui les plus hautes et les plus grandes institutions financières. Il ne reste plus que les banques centrales à convaincre, mais certaines sont déjà conquises, typiquement la Réserve fédérale est acquise au sujet, alors évidemment avec prudence et certainement à un moment donné avec
avec de la régulation. Mais en Europe, c'est plus délicat. Évidemment, on est plus réticent sur le vieux continent aux nouveautés. C'est dans notre état d'esprit, malheureusement, et c'est ce qui fait qu'on passe à côté des grandes révolutions de ces dernières années. Hein. On n'a aucun GAFAM digne de ce nom en Europe, et c'est pas un hasard. Donc, bon, espérons que le vent tourne et que les choses changent plus rapidement, mais malheureusement, j'ai peu d'espoir. Donc, voilà où on en est. Voilà ce qui nous emmène ce soir. C'est un focus sur le Bitcoin et quelques cryptos. Et comme le rappelait Alain, WHSF Invest ne permet pas d'investir directement en Bitcoin, mais en passant par les futurs, notamment le futur Bitcoin, le micro-futur Bitcoin, coté à Chicago via le CME, le Chicago Mercantile Exchange. Donc un marché centralisé, un marché qui évite justement les risques. Maintenant, sur le Bitcoin, on peut quand même dire que les risques aujourd'hui, avec 13 ans de recul, sont tout de même, les risques opérationnels notamment, sont tout de même, alors on ne peut pas les écarter à 100%, mais sont tout de même contenus. Si le projet des geeks d'origine pouvait, et moi le premier, laisser à quelques interrogations, force est de constater que plus d'une décennie après, et avec des ajustements, des forks, et puis des mises à jour évidemment régulières sur cette crypto, sur la crypto de référence, et bien, le Bitcoin aujourd'hui a gagné ses lettres de noblesse, notamment en 2021, en septembre dernier, donc il y a 6 mois à peu près, l'adoption par le Salvador pour devenir une des monnaies officielles qui a cours légal sur un territoire physique. Voilà ce qui nous emmène ce soir, et on va se réserver quelques temps à la fin pour des questions-réponses. Maintenant, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas un spécialiste maximaliste du Bitcoin, je suis un observateur de la première heure qui était très réservé au départ, comme je vous l'indiquais, et qui peu à peu est conquis par finalement le sérieux et la persévérance de cette crypto, de référence. Je ne dirais pas ça de toutes les cryptos, on pourra en parler. Maintenant, ce soir, on fait un focus sur le Bitcoin et on pourra dériver sur quelques autres cryptos, notamment Ethereum. On pourra aussi parler de Solana, on pourra parler de Cardano, on pourra parler de évidemment Terra Luna. Voilà, je vous donnerai mon point de vue sur les sujets. Maintenant, ce soir, ça reste quand même un focus Bitcoin, un peu comme si on faisait un focus euro-dollar sur le Forex. On reste sur la référence, sur quelque chose de sérieux et de non exotique. Alors, en guise de clin d'œil, vous avez une petite fenêtre de minage là, qui tourne en temps réel sur de l'Ethereum, parce que avec des cartes graphiques aujourd'hui, on ne peut plus vraiment miner de Bitcoin. Il faut des ASICs spécialisés. Donc là, on est sur du minage tranquille, qui ressemble un petit peu à du placement, on va dire, sur un PEA, donc quelque chose qui rapporte très peu à l'année. Donc il faut des sommes énormes pour rapporter peu. Alors ça dépend des moments, puisque plus on est sur le gâteau et plus la part est petite évidemment, et on a également le cours de l'Ethereum ou du Bitcoin qui fait que on est plus ou moins récompensé en équivalent dollar. Donc voilà, en guise de clin d'œil, je vais fermer cette fenêtre puisque c'était juste un petit clin d'œil. Et donc je vais commencer par me présenter. Donc Benoît Fernandez-Rio, moi j'interviens pour compte propre, plus pour l'aspect dont a parlé Alain, c'est-à-dire la spéculation, le fait d'anticiper le cours sur les
sur les devises, hein, puisque c'est mon marché de prédilection, le Forex. Mais de fait, je m'intéresse par effet de bord aux cryptos et notamment aux références comme le Bitcoin ou l'Ethereum, parce que ça reste voilà, des projets qui deviennent sérieux et qui de fait sont petit à petit de plus en plus considérés comme des jetons à l'origine, mais de plus en plus comme étant des devises, notamment pour le Bitcoin qui, comme je l'ai dit, a cours légal désormais dans certains pays. Voilà, j'ai donc rédigé 2 ouvrages. Un premier qui est le Forex, qui est l'ouvrage de référence sur ce marché, le marché des devises, le marché que j'affectionne le plus. Et puis le trader privé qui est l'ouvrage de référence pour mon approche, qui vous donne ma façon de voir les marchés et comment intervenir dessus en se basant sur les 3 piliers qui sont le comportemental, le money management et évidemment la méthode. Mais la méthode seule ne suffit pas, le money management seul ne suffit pas et le comportement sans les 2 autres ne sert à rien également. Donc voilà pour la présentation. Alors ce soir on est le 31 mai 2022 et on va rester ensemble une petite heure, peut-être un peu moins, ça dépend des questions. Voilà, commençons tout de suite par crypto. Alors crypto, c'est la contraction en fait de cryptocurrency à l'origine, donc les crypto-monnaies en français. À l'origine, on parle de currency, mais finalement c'est un peu dévoyé puisqu'il s'agit plus de jetons chiffrés en fait, chiffrés dans le sens où l'algorithme pour créer cette monnaie ou ces jetons, eh bien doit être issu d'un algorithme de minage, de déminage pour créer ces nouvelles monnaies. Donc en fait, il n'y a pas de, contrairement à ce que l'on pourrait penser, il n'y a pas de, à l'origine hein, sur le Bitcoin, il n'y a pas de cryptage sur la blockchain. C'est-à-dire que, au contraire, la blockchain, qui est le système en fait qui permet de faire fonctionner bien, la décentralisation du Bitcoin, est totalement transparente. Vous pouvez y accéder sur le site bitcoin.org et vous avez toutes les transactions depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui entre les wallets. Donc on sait qui paye quoi. Alors le fameux qui reste un numéro comme un numéro de compte suisse, un numéro donc anonyme. Donc on est sur une blockchain anonymisée, mais on est sur quelque chose de totalement transparent. C'est un registre ouvert, un peu comme si la Banque des règlements internationaux était ouverte à la vue de tous, en masquant tout de même le nom des personnes qui font les transactions, mais on saurait que tant de millions transitaient de tel portefeuille à tel portefeuille ou tant d'euros à transiter de tel portefeuille à tel portefeuille, que ce soit des centimes, des euros ou des millions. Voilà, donc on a la concaténation de l'algorithme de minage plus la blockchain qui a de fait permis de créer le Bitcoin qui a été créé en 2008 sous le nom de domaine a été créé en 2008. Il a été enregistré par un certain Satoshi Nakamoto. Alors évidemment, il y a toute une légende autour de ce nom, mais à la limite, peu importe. Retenez surtout que le Satoshi aujourd'hui correspond. Alors, c'est pas le centime de Bitcoin, mais c'est le centime de centime de centime de Bitcoin. Donc, on est sur la valeur la plus petite, le Satoshi, que peut exprimer un Bitcoin à ce jour, parce que le protocole peut encore évoluer. On peut toujours imaginer des mises à jour avec une granularité plus petite. Souvenez-vous, à l'époque du Forex, il y a 20 ans, on parlait de pips. Aujourd'hui, la plupart des plateformes, dont WH Self Invest, nous montrent des dixièmes de pips. Voilà, donc on est sur une précision qui a augmenté de 10 entre le début des années 2000 et aujourd'hui. Sur le Bitcoin, ça pourrait être pareil, on pourrait avoir des centimes de Satoshi un jour, voire des Satoshi de Satoshi, etc. Le Satoshi au carré, par exemple. Donc c'est le 3 janvier en fait 2009 que le premier Bitcoin, ou le premier bloc notamment, est créé. Alors un bloc, c'est une transaction, il ne faut pas confondre avec un Bitcoin, mais un bloc, c'est une transaction,
Et cette première transaction, eh bien, elle a été créée dans la foulée le 12 janvier 2009. Voilà, donc on est sur le registre qui commence en janvier 2009. Et au départ, la cotation, elle est d'environ 1 bitcoin égale 1/10 de centime de dollars américains. Donc à l'époque, c'était déjà très élevé. Pour l'époque, en tout cas. Alors, qu'est-ce qui influence le cours d'une crypto-monnaie? Puisqu'aujourd'hui, vous voyez qu'on est passé d'une cotation à 1/10 de centime, pardon, à, au moment où on parle, environ 30 000 dollars américains pour un bitcoin. Donc, on a une explosion par un certain nombre de facteurs de manière impressionnante. Et qu'est-ce qu'il y a qui fait que derrière, on a notre Bitcoin qui évolue? Parce que, voilà, si on n'est pas forcément des geeks spécialistes de tout ce qu'il y a en coulisses, de la même façon qu'on n'est pas forcément spécialiste des métiers sur les valeurs que l'on traite. Hein. Quand on traite du total, on n'est pas forcément spécialiste du pétrole, on ne sait pas forer un puits, on ne sait pas chercher un champ pétrolier par des techniques sophistiquées. Par contre, ce que l'on sait, c'est que l'on sait décrypter eh bien une courbe, la courbe de la cotation de Total. On sait décrypter également un marché. On sait qu'il y a une offre, il y a une demande, que en ce moment c'est assez tendu, notamment avec ce qui se passe en Ukraine et avec le boycott peu à peu de la Russie. Donc on est sur des choses que l'on arrive à appréhender, et derrière, ça nous emmène à avoir des anticipations sur les cours de l'action totale, typiquement. Donc c'est pareil pour le Bitcoin. Si moi-même, et comme vous, on n'est pas forcément des spécialistes ou des programmeurs d'algorithmes, ni même des spécialistes du minage, de toutes ces choses, on a suffisamment désormais de recul pour savoir lire une courbe et comprendre les sous-jacents qu'il y a derrière sur les fondamentaux. Et là, on va donc faire un mot sur les fondamentaux. Donc, le premier sous-jacent qui influence le cours d'une crypto-monnaie, c'est notamment, alors je parle d'une crypto-monnaie sérieuse, hein, donc on parle de Bitcoin notamment, mais c'est pareil pour Ethereum, c'est pareil pour le pool de monnaie sérieuse, de crypto sérieuse. Donc c'est notamment le coût de production de la dite crypto. Donc ça, c'est vraiment le facteur numéro un, le facteur que l'on oublie trop, mais qui derrière fait les supports finalement long terme que l'on a sur nos graphiques. Et on va en reparler tout à l'heure. On a également l'appétence, donc l'appétit finalement de la communauté, mais il faut qu'elle ait une certaine taille, et il faut qu'il y ait de la confiance. Donc cette confiance, ça ne se décrète pas, ça se gagne, donc notamment sur les projets sérieux. Et c'est ce qui s'est passé au fil du temps avec Bitcoin, qui non seulement était la première, mais devait effectivement gagner la confiance d'une population totalement étrangère à tous ces concepts. Donc ça a mis du temps, ça a mis quand même quelques années, mais aujourd'hui, la confiance est là. On a également, puisque quand on parle de crypto au pluriel et que l'on commence à aller sur des exotiques, moi ce que j'appelle le bullshit ratio, notamment dans mon livre, mais on pourrait aussi l'appeler le Ponzi ratio pour les cryptos, parce que ça c'est quelque chose qui malheureusement est très fort encore aujourd'hui dans ce domaine, puisqu'on est sur un marché naissant. Et donc, c'est un petit peu le Far West. Chacun peut lancer sa propre crypto-monnaie. Chacun peut évidemment y aller de son algorithme. Et donc, on a beaucoup de margoulins. Donc là, vous avez alors quelqu'un qui est totalement étranger aux cryptos, mais qui en tout cas, a inspiré beaucoup de monde. C'est notre ami Bernie. Voilà, donc faites attention. Et c'est vrai que ce qui s'est passé avec Terra et Luna récemment démontre bien qu'on est quand même, et pourtant ça s'appelait une stablecoin, hein, donc quelque chose qui était censé être stable, mais derrière, avec un algorithme magique, on devait réussir
pouvoir produire du 20% par an et rester adossé au dollar américain, alors que lui-même ne produit pas 20% par an. Donc il y a quelque chose d'incohérent derrière cela. Et ça, je vous invite à, voilà, à contrer ce bullshit ratio par votre ratio de vigilance et surtout de ne pas être naïf, de ne pas croire qu'il y a de l'argent facile, sauf quand on est au début, évidemment, puisque ce sont les derniers arrivés qui vont être les dindons de la farce. Voilà, donc pour l'instant, on est un peu dans ce monde de Far West pour les projets les moins sérieux, et donc il faut faire très attention. Le Bitcoin n'est pas du tout adossé là-dessus, donc le Bitcoin a un bullshit ratio très faible, tandis que Terra Luna, on l'a vu, avait un bullshit ratio très très élevé, évidemment. Le nombre d'entreprises et d'institutions reconnaissant la crypto concernée, ça c'est aussi très important. Le Bitcoin lui-même, désormais, voilà, est donc en Amérique latine en train d'être adopté de manière assez franche et assez massive. Alors, c'est pas quelque chose qui va se faire évidemment en 15 jours, mais depuis 6 mois en tout cas, c'est dans un pays. D'autres pays de la région sont évidemment intéressés et vont s'adosser au Bitcoin en plus du dollar américain et pour certains de leur devise locale. Donc on va avoir comme ça des zones qui vont adopter le Bitcoin pour des transactions entre guillemets au quotidien. Alors entre guillemets parce que les commerçants sont censés accepter, mais évidemment on peut avoir, comme on est au début, eh bien des zones blanches, on va dire, ou certains commerçants qui ne jouent pas le jeu, mais de manière générale, en tout cas, dans certaines parties du monde, vous seriez étonné de voir à quel point le Bitcoin est déjà adopté à grande échelle. Alors, avant de passer à la notoriété, encore un mot sur les entreprises, les institutions. Donc, il n'y a pas que les pays, il y a aussi les institutions financières, et notamment nos grands noms de Wall Street, comme Goldman Sachs, et puis notamment JP Morgan. JP Morgan qui, il y a encore 3 ans à peine, disait que jamais il ne rentrerait là-dedans, et qui désormais propose des ETF sur les bitcoins et des fonds adossés eh bien, aux cryptos. Donc voilà, et ils ne sont pas les seuls, mais c'est un grand nom de la finance. Et donc voilà, si eux s'y mettent, si la Réserve fédérale reconnaît également l'intérêt du Bitcoin, c'est que quand même il y a un mouvement de fond de type rouleau compresseur qui est là. On ne pourra pas passer à côté de l'histoire. Évidemment, il faut faire attention. Évidemment, c'est le début, c'est le Far West. Évidemment, ça nous rappelle finalement ce qui s'est passé dans la fin des années 90, lorsque les premiers dot-com avaient été lancés et avaient ensuite, notamment à partir de souvenez-vous, mars 2000, quand Boo.com avait craché, avait fait faillite, et bien ça avait craché toute la bulle des startups de l'époque, de la première finalement vague de hausse des startups Internet. Et c'est pas pour ça que les startups Internet n'existent plus aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, le marché est assaini, les startups sont plus sérieuses, les projets sont plus sérieux, même s'il reste évidemment du déchet, et les investisseurs eux-mêmes sont plus exigeants, même si parfois on a quand même des choses assez incroyables. Donc voilà pour le nombre d'entreprises, d'institutions reconnaissant la crypto concernée. Et puis on a la notoriété générale et ponctuellement les news concernant la crypto. Si effectivement on a des news comme on l'a eu sur Terra Luna, on pourrait penser, alors le jour où ça arrive, que voilà, ça impactera négativement toute la sphère crypto, et pourtant, au contraire, c'est au bout de 2-3 jours, tout le monde avait bien compris que, au contraire, ça a renforcé finalement la robustesse de Bitcoin qui, lui, n'a pas failli, même si, effectivement, pendant quelques séances, il a été chahuté. Mais il était déjà sur un trend baissier, donc ça n'a fait qu'amplifier la baisse qui était normalement à venir. Donc la notoriété, c'est pareil. Voilà, en 2011, en 2010, en 2011, qui connaissait Bitcoin? Aujourd'hui, tout le monde. Il y a encore quelques petites années, qui connaissait Ethereum? Aujourd'hui,
pas encore tout le monde, mais ça commence à prendre. Voilà, donc on est sur des notions de notoriété. On voit même sur CNBC, même sur BFM Business, on voit désormais les cotations du Bitcoin qui s'affichent fièrement. Donc on a une adoption massive de la part du monde de la finance sur les cryptos les plus sérieuses. Les ICO lancés via la crypto, alors il n'y a pas d'ICO sur Bitcoin à proprement parler, mais par contre on peut avoir des ICO sur certains projets. Des ICO, il faut faire très attention parce que c'est un peu de l'argent magique, donc on doit évidemment regarder les projets qu'il y a derrière, jauger la rentabilité, le sérieux, ça rejoint un petit peu le bullshit ratio, mais il y a parfois des ICO très sérieuses qui sont lancées et qui sont donc parfois rémunératrices. Donc ça, c'est ce qui influence également l'adoption notamment des nouveaux projets. Le nombre de tokens en circulation versus le nombre de tokens maximum, ça c'est pas sur toutes les cryptos, mais notamment sur Bitcoin. Sur Ethereum, ce n'est pas le cas puisque c'est illimité, mais sur Bitcoin, on est à 21 millions de tokens maximum. On ne devrait jamais l'atteindre hein, mathématiquement, puisque c'est une asymptote qui tend vers 21 millions sans jamais l'atteindre. Maintenant, il y a un moment où on se dit qu'on arrive un petit peu à saturation et on nous dit que dans quelques dizaines d'années, voilà, d'ici 2050, 2100, on devrait avoir atteint le maximum. Mais en fait, dans l'absolu, on n'atteindra jamais le maximum. L'analyse technique, lorsque le recul devient suffisant. Donc, effectivement, quand une crypto est lancée, comme quand le Bitcoin avait été lancé, non seulement c'était assez confidentiel, c'était plutôt un esprit geek, mais en plus, on n'avait pas de recul. Donc, difficile de savoir si finalement un Bitcoin valait 1 centime, 1 dollar, 10 dollars, 100 dollars. Très difficile à dire. On va voir ça après, ensemble. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, quand on n'a pas de recul historique, est assez difficile. Aujourd'hui, avec plus d'une décennie de cotation sur le Bitcoin, on commence à avoir un recul, j'ai envie de dire, suffisant entre guillemets, pour commencer à faire de l'analyse technique un peu sérieuse sur cette paire. Sur le reste, si un projet a 6 mois, c'est assez difficile. Si un projet a 6 ans, voilà, comme l'Ethereum n'a pas forcément... Oui, si, l'Ethereum a 6 ans, à peu près. Donc, on est sur un recul qui commence à devenir intéressant. Alors après, les Ethereum, Bitcoin sont assez corrélés. Donc, ce que l'on déduit de Bitcoin peut s'appliquer assez facilement à Ethereum, notamment sur le long terme. Alors, l'évolution des cotations. En 2009, on avait les premières cotations, donc on en a parlé, environ un Bitcoin, un BTC égale 1/10 de dollar américain. C'était équivalent au coût de production de l'époque. À l'époque, on pouvait, avec un ordinateur domestique, lancer un petit script de minage et on pouvait, même sans carte graphique, miner. C'était pas très rentable puisque vous miniez finalement des choses qui valaient 1/10 de centime de dollar américain. Donc ça n'avait que très peu d'intérêt, mais c'était justement la beauté de la chose pour les geeks, en tout cas de l'époque. En 2010, on a eu le Bitcoin qui prend de la valeur, mais qui reste une penny stock en restant sous les 1 dollar américain. Donc on était quand même sur des cotations voilà, qui étaient un peu plus élevées qu'1/10 de centime, mais en moyenne, mais on était quand même sur quelque chose de très très dévalué, ou en tout cas à faible valeur. À tel point que le 22 mai 2010, donc il y a quasiment, enfin un peu plus de 12 ans, mais le 22 mai, vous voyez, c'était il y a une semaine, un certain développeur, un certain Laszlo Aniec, eh bien, a échangé 10 000 bitcoins de l'époque contre 10 000 bitcoins de l'époque contre 2 pizzas. C'est pour ça que vous avez sa tête et vous avez également les 2 pizzas. Alors, c'est pas les pizzas de l'époque, mais ça vous donne une idée de combien il fallait de bitcoin pour échanger quelque chose qui, finalement, est l'équivalent d'à peu près 20 à 30 dollars américains. Donc, aujourd'hui, si on prend une
petite calculatrice et qu'on prend le cours moyen du Bitcoin ces derniers temps, c'est-à-dire 30 000 $ américains, fois 10 000, à l'époque, c'était la transaction qu'il avait fait pour avoir ces 2 pizzas, eh bien, c'est 300 millions de dollars américains. Donc 300 millions de dollars, un tiers de milliard. Donc là, vous avez devant vous, finalement, l'homme le plus frustré au monde, puisqu'il aurait mieux fait de garder ces 10 000 bitcoins. Et vous avez également, mais on n'a pas sa photo, le pizzaiolo qui lui-même a reçu ces 10 000 et les a dilapidés très certainement. Donc vous avez toute une chaîne comme ça de early adopters, de premières personnes qui se souviennent du nombre de bitcoins qu'ils brassaient à l'époque et qui se disent « Ah, si seulement je les avais gardés ». Alors évidemment, c'est toujours facile de parler après. En 2011, la parité mathématique est enfin atteinte, puis dépassée. Donc vous voyez, à peine 2 ans après finalement le lancement du projet, on passe d'un dixième de centime à quand même l'équivalent d'1 dollar américain, voire un petit peu plus. Et finalement, bon, quand on dit qu'on est à parité, voire dépassé avec l'USD, on l'est aussi avec l'euro. Donc ça vous donne une idée. On a du plus 1000% sans souci, finalement, en 2 ans. Ce qui est déjà à l'époque était assez incroyable. On pouvait même se dire que c'était la fin, puisque une telle explosion en 2 ans, plus 1000%, c'est quelque chose d'inédit. Voilà. Et donc, c'était finalement que le début, puisque en 2012, le Bitcoin continue sa progression et passe en gros une moyenne de 1 Bitcoin égale 1 dollar américain à 5 voire 10 $. Donc encore un facteur quasiment x10. Et on est sur, voilà, alors c'est une moyenne hein, évidemment, sur quelque chose qui commence à être établi. En 2013, comme finalement tout ça continue à progresser, le grand public s'empare du phénomène et la cote du Bitcoin atteint 1000 $ américains, en passant évidemment par la fameuse étape des 100 $. Ce qui fait que, vous voyez, en moins d'1 an, on passe de 10 à 100, voire à 1000. Et donc, il y a un moment où on se dit, de toute façon, même si on en avait, on ne les aurait pas gardés jusque-là. Parce que si vous aviez quelques bitcoins, le fait qu'ils passent de 10 à 100, déjà, vous êtes vendeur. Vous dites, voilà, je prends mes bénéfices, c'est un chiffre rond. Éventuellement, on peut aller à 150, voire 200, mais jamais vous imaginiez pouvoir avoir 1000 $ américains pour un bitcoin à l'époque. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé. Donc c'est facile de parler parce que même à 1000 $, ceux qui avaient conservé auraient lâché. Mais en 2014, un bitcoin revient vers 300 $ et la bulle se dégonfle. C'est les premières interrogations. Et à l'époque, le grand public est donc au fait du bitcoin et en plus voit qu'on a atteint en gros un chiffre rond un peu symbolique des 1000 pour revenir sur du 300. Donc on se dit, voilà, les choses ont été faites et désormais on est sur un train qui est parti et qui est passé. Donc je ne suis plus dedans. L'évolution reste tranquille en 2015, entre 200 et 500 $. Voilà, les astucieux se positionnent puisque finalement ça se tient. Ça se tient, on n'a pas un retour vers les 10 $, voire vers le dollar. Donc on est quand même sur quelque chose qui conserve une valeur et qui a l'air de tenir dans le temps. Et fin 2016, le Bitcoin revient vers les 1000 $ et donc la ténacité paye. Voilà, donc vous avez finalement, dans le temps long, idéalement ceux qui se sont positionnés vers 500 ou voire 300 pour les plus sportifs et qui se retrouvent avec un x2, x3 en l'espace d'une année. Alors il faut savoir que à cette époque, on n'avait pas la facilité de transaction d'aujourd'hui, mais donc les transactions coûtaient un petit peu et on était sur des plateformes qui étaient plus austères et plus difficiles. Donc on n'avait pas cette facilité, donc on ne pouvait pas faire du day trading comme aujourd'hui. Donc on était plutôt sur des positionnements, j'achète et je buy et je hold, donc j'achète et j'attends.
Voilà, 1000 $, 1000 $, c'est un chiffre intéressant, mais en fait, eh bien, du coup, fin 2017, le Bitcoin explose la barre des 1000 et culmine, souvenez-vous, alors c'est vers les 20 000, hein, vers les 20 000, et c'est la récompense ultime pour les spéculateurs des premières heures. Alors ceux qui avaient gardé leur poignée de Bitcoin qui cotait 1 ou 5 $, aujourd'hui enfin à l'époque, en 2017, étaient très contents, mais ils étaient vraiment plus nombreux. Mais quelques fortunes en milliards sont virtuellement constatées. Alors virtuellement, puisque ces gens-là n'ont toujours pas vendu et n'ont aucune raison de vendre à 20 000, puisque de fait, s'ils ont tenu jusque-là, c'est qu'ils se disent qu'on peut aller à 100 000. Mais virtuellement, ils sont milliardaires. En 2018, dégonflement de la bulle, et on retourne vers 3 000 $. Donc on passe de, en gros, 20 000 à 3 000, et c'est inférieur aux coûts de production, puisqu'en 2018, les coûts de production moyens étaient de l'ordre de 5 000 $. Donc on passe vraiment un mauvais moment du côté notamment des mineurs, puisqu'ils minent à perte, mais ils minent par conviction, déjà par conviction pour faire tourner le système, et aussi par conviction spéculative en se disant, mais de toute façon, ce que je mine, je le garde, et ça me rapportera plus de dollars le moment venu, quand ça reviendra à du 20 000, si jamais un jour on y revenait. 2019, c'est l'année de la consolidation. Le Bitcoin évolue entre 4 000 et 14 000 $. Donc finalement, on sent bien qu'il y a une sorte de support sur le fameux prix à la production. Donc voilà, entre 4 et 5 000 $, le Bitcoin a du mal à aller plus bas, puisque on est sur une rentabilité qui est neutre, voire inférieure. Donc il se tient au-dessus de 4 000 et il monte jusqu'à des 14 000. Donc on est sur un effet de figure en triangle sur le Bitcoin, avec des plus hauts de moins en moins hauts, et puis un support autour des 4-5 000. Fin 2020, là c'est incroyable, puisqu'on a évidemment cette hystérie collective covidique à partir de mars, avril, mars en Europe, avril aux États-Unis, et du coup les confinements et notamment donc le fait que les gens restent chez eux et n'ont rien à faire, et l'hélicoptère monnaie, notamment aux États-Unis, mais d'une autre façon en Europe, ont propulsé les cours à partir d'octobre. Donc ça n'a pas eu lieu directement à partir d'avril ou de mai, hein, à partir des confinements. Il a fallu attendre d'avoir un petit peu de recul, d'avoir des gens qui commencent à s'ennuyer, et surtout le fameux hélicoptère monnaie qui commence à dégringoler au niveau des particuliers. Et à ce moment-là, les cours sont propulsés puisque tout le monde achète du Bitcoin. Et là, on dépasse allègrement les 20 000 pour monter à du 30 000 $ sur 2020, notamment fin 2020. Voilà, donc vous voyez, il n'y a plus de limite. Là, le fameux triangle, la figure de triangle, eh bien, on casse cette figure par le haut, comme l'anticipe finalement l'analyse technique classique. On casse ce triangle par le haut pour une figure de continuation, et on reflète finalement le mât étant de l'ordre de 10 000 $, puisqu'on part de 0 et on va vers 10 000, eh bien on le casse voilà, vers cette sortie à 10 000 pour monter à du 20 000, voire 30 000. 2021, l'année des records, donc des all-time high, des ATH, donc à 64 778 pour être précis en avril 2020, T1, et donc il y a un an, et puis 68 990, donc en gros arrondissons 67 000, le fameux dernier ATH en novembre 2021. Donc ça fait aussi, ça coïncide également avec une seconde batterie d'hélicoptère monnaie, puisqu'on avait une première batterie sous l'ère Trump, et puis sous l'ère Biden, une seconde batterie encore plus forte. En Europe, on avait le fameux quoi qu'il en coûte, de toute façon, notamment en France avec Macron, mais on avait toute l'Europe qui, sous une forme ou sous une autre, de toute façon subventionnait le fait bien de ne plus faire grand-chose pendant un temps. Et donc tout ça s'est retrouvé, alors non pas seulement sur le Bitcoin, mais également sur les indices, également sur les fameux, souvenez-vous, les fameux Reddit et
et ce qui s'est passé sur les Wall Street Bets, mais également sur les NFT. Alors les NFT ne datent pas de 2020-2021, ils datent plutôt de 2014 pour la technique, pour la technologie, mais le nom a plutôt été adopté à partir de 2017-2018. Mais c'est véritablement en 2020 et surtout en 2021, il y a 6 mois, que les NFT ont réellement explosé, qui est un dérivé finalement, une utilisation dérivée de l'Ethereum notamment pour rendre des tokens dits non fongibles, donc pour horodater finalement, pour savoir qui a acheté quoi et quand. Voilà, donc qui a acheté quoi et quand. Alors le qui, ça reste, comme je vous l'ai dit, un numéro de wallet. Le quoi, bah, ça reste des choses virtuelles, hein, typiquement des gifs ou des vidéos ou des musiques, peu importe, enfin tout tous les fichiers imaginables et possibles informatiques. Et quand, bah, c'est surtout sur la blockchain, on timestamp la transaction, et donc on a le marché de l'art qui a bénéficié de ça en 2021 avec la concomitance des ATH, des all-time highs sur des records, donc sur le Bitcoin notamment, mais pas que, hein, sur toutes les cryptos. Début 2022, c'est le moment où aujourd'hui nous posons des questions, parce qu'on est retourné sur un support de fonds 30 000 $. Alors, pour ceux qui me suivent, on était sur des niveaux plus hauts et on anticipait ce retour de fonds sur les 30 000. Par contre, on pas forcément passé en dessous, mais on est passé en dessous. Alors c'est une mèche un peu piégeuse pour l'instant, avec du 26 500 au plus bas. Donc à voir si on reste sur ce plus bas ultime, ou si le marché décide d'aller creuser plus loin. Par contre, il faut faire attention, parce que c'est inférieur aux coûts de production. Les coûts de production, alors c'est très disparate, puisque plus le temps passe, plus les coûts sont avec des disparités plus grandes, notamment avec ce qui se passe désormais sur l'énergie, puisqu'on a des pays typiquement comme la France qui subventionnent l'électricité. Donc on n'a pas le surcoût, en tout cas pour les particuliers, de la hausse qui aurait dû arriver, qui est de l'ordre de 50%. Donc on devrait avoir fois 1,5 hein, sur le coût du kilowattheure français, si on s'en tient aux règles de marché. Par contre, on a des pays qui ont vu leur coût d'électricité non subventionné, donc exploser. Et c'est pour ça qu'on a de grandes disparités entre des mineurs qui sont sur tel point du globe et d'autres qui sont sur tel autre point du globe. Donc on est sur des coûts de production entre 15 000 et 30 000 $ actuellement sur le Bitcoin. Comme je vous l'ai dit, c'est avec des ASICs forcément, et idéalement avec de l'énergie verte, typiquement idéalement hydraulique, qui ne coûte quasiment rien à produire, si ce n'est finalement le fait d'avoir acheté l'infrastructure. Il y a des petits barrages qui sont accessibles même à des particuliers, bon, un peu fortunés, certes, mais qui restent accessibles et qui permettent de produire du Bitcoin pour, voilà, sans aucune production de CO2 et de manière totalement transparente. Il faut savoir qu'en France, typiquement, les barrages sont plutôt délaissés par l'État. Bon, ça c'est une volonté hein, de faire du tout nucléaire. Donc on peut très bien acquérir un barrage, un droit d'eau comme on dit, pour des sommes modiques. Alors ça ne sera pas forcément le cas dans les années à venir. C'est le moment de se positionner pour ceux que ça intéresse, qui veulent faire ça de manière industrielle. Voilà. Mais attention, parce que on est sur un système de proof of work sur le Bitcoin, et sur les autres cryptos, typiquement comme l'Ethereum, le proof of work a des jours qui sont comptés, puisque on est alors sur un proof of stake qui devrait arriver dans 6 mois, voire 1 an, qui est repoussé sans cesse, mais petit à petit, à un moment donné, on va quand même y arriver, on va forcément switcher, et à ce moment-là, on verra comment le marché de l'Ethereum réagit, puisqu'il se peut qu'il y ait un Ethereum classique ou un Ethereum d'origine qui reste en POW, et puis un Ethereum nouveau qui passe en Proof of Stake, mais qui forcément ne sera pas, qui ne sera pas forcément adopté.
puisque le proof of stake, même si d'un point de vue énergie, c'est du jeu, c'est le jour et la nuit, on passe de quelque chose qui est très consommateur à rien du tout quasiment. Par contre, on perd totalement le côté initial du projet, c'est-à-dire le fait que on est rémunéré par rapport à son travail et non pas par rapport à son capital. Donc on passerait finalement entre un proof of work et un proof of stake, on passe d'un monde entre guillemets où le travail paye à un monde où finalement ce qui paye c'est uniquement les capitaux. Et donc on passe dans un monde totalement capitalistique et de fait qui va devenir centralisé puisque du coup ça laisse peu de place aux petits acteurs. Voilà, donc ça sera un enjeu de voir comment ça se passe, typiquement en 2023, puisque quand on nous parle quand même de 6 mois, peu de gens y croient, donc ça sera plutôt 2023 qu'on aurait ce passage donc à suivre sur Ethereum. Sur Bitcoin, logiquement, on ne devrait pas avoir ce type de problématique. Et sur le Bitcoin, nous avons avec la station NanoTrader, le BTC USD, comme je le disais, et comme Alain le mentionnait également, plutôt il y a des futurs que du CFD ou que de l'achat direct. Donc ça, c'est pour du trading, entre guillemets, actif. Et là, on est sur le contrat de juin avec voilà, la zone de consolidation que l'on a eu ces derniers temps, notamment avec l'époque voilà, Terra Luna, et puis ici le fameux support long terme autour de la zone des 28 000 à 30 000. Donc quand on dit 28 000, 30 000, évidemment c'est une zone, hein, c'est pas précis. Et puis notre fameuse mèche vers les 26 500, donc à surveiller parce que ça, ce sera l'indicateur de changement de paradigme éventuel. Et pour l'instant, on est en train de revenir vers l'oblique haute de ce qu'on pourrait qualifier de biseau. Alors c'est pas un flag au sens où on n'a pas de mât là pour le coup. On est vraiment sur un effet biseau tout simplement. Et donc tout l'enjeu, ça sera de voir comment ça réagit au niveau de cet oblique. Et on est mardi aujourd'hui. Il nous reste encore quelques séances devant nous pour atteindre tranquillement ce niveau. Et on devrait donc, soit cette semaine, au pire la semaine prochaine, avoir le moment de vérité sur le Bitcoin. Alors, si vous voulez mon opinion sur la suite, moi je pense qu'on devrait évidemment revenir sur cette oblique, la travailler, et puis la casser. La casser par le haut, parce qu'un biseau doit être cassé de toute façon, soit par le haut, soit par le bas, qu'il est généralement cassé aux 2/3, 3/4, donc là on y arrive bientôt, puisque vous voyez, à partir du moment où il a débuté, on arrive à peu près aux 2/3, 3/4, 2/3, 3/4 entre le début et la pointe finale. Donc on est sur un moment idéal au niveau du timing pour sortir. On est sur, par contre, une sortie où les fondamentaux, comme je disais, poussent vers le haut, puisque on a en dessous peu d'eau sous la quille pour pouvoir travailler le fait d'être sur les coûts de production. Donc, à moins que l'on ait, d'un point de vue fondamental, une news assez extraordinaire, mais là, pour le coup, Terra Luna c'est digéré. Non seulement c'est digéré, mais en plus, ça renforce le Bitcoin dans sa stabilité, dans son sérieux. Donc, on devrait plutôt avoir une cassure par le haut. Et les indicateurs techniques eh bien, vont plutôt dans ce sens. Pour l'instant, le stochastique repart pour une phase de hausse. On est sur une marée montante au niveau de notre RSI, et puis le MACD qui ne demande qu'à monter également. Le RSI, il est monté bien vite, il va consolider, il va repartir typiquement en arrière, donc ça c'est au moment où il devrait toucher l'oblique haute, et ensuite il devrait continuer à percer la barre des 70 pour s'établir en zone de survente, et à ce moment-là on devrait être sorti de notre oblique haute, et on devrait donc rejoindre bien la bande haute de volatilité de Bollinger. Donc revenir vers des 35 000, des 36 000 après cassure de notre oblique autour des 32 000 serait le scénario idéal, ce qui finalement reviendrait à avoir un effet de créneau
pour revenir finalement à là où on avait laissé le Bitcoin avant la petite mésaventure Terra Luna et ce qui a fait trembler ensuite les marchés ensuite. Donc on devrait revenir sur cette zone à terme des 38 000, 40 000 et donc un retour à la normale qui rendrait de nouveau rentable le minage et l'écosystème Bitcoin. Voilà donc pour la suite à court terme. Pour la suite à long terme, à très long terme, évidemment, c'est, vous l'avez compris, les 100 000 $ qui sont en ligne de mire. D'abord, un premier retour vers les 67 000, évidemment, et puis ensuite une euphorie pour aller au-delà. Et donc, mais ça, c'est du long terme pour atteindre le fameux chiffre rond des 100 000 et voire même beaucoup plus haut à très très long terme. Puisque vous l'avez bien compris, le Bitcoin, c'est quelque chose qui est fini, qui est rare, qui est de plus en plus difficile à produire et qui fait que plus le temps passe, plus le Bitcoin s'assoit, sa notoriété, sa stabilité s'accroît, et donc on est sur un effet d'adoption massive et un effet d'euphorie par à-coup. On l'a vu précédemment, des moments où ça monte très fort et puis des moments de consolidation, de doute, de retour sur du plus bas, et en ce moment c'est un petit peu la période, la sale période que le Bitcoin est en train de passer, pour résumer. Voilà, donc plutôt positif à court terme, plutôt positif à long terme également. Le tout, c'est de savoir prendre les points bas et d'attendre pour des plus hauts ultimes. Alors Benoît, je t'ai pas interrompu jusqu'à présent. Là, je vois une question qui nous arrive, qui fait écho à ce que tu dis actuellement, qui est la suivante. Récemment, les rendements en Bitcoin du minage de Bitcoin ont diminué. Pensez-vous que cette diminution risque de s'étendre dans le temps? Alors cette diminution, elle a lieu sur toutes les cryptos et elle a lieu par divers facteurs. Le premier facteur, c'est évidemment le nombre de mineurs qui s'est accru avec ce que l'on a vu en 2021, souvenez-vous, des plus hauts incroyables. Et de fait, les gens ne vont pas lâcher dès qu'il y a une petite consolidation, donc il faut un temps un peu plus long. Donc peu à peu, on avait de plus en plus d'acteurs, et puis surtout le fait d'avoir un retour vers des niveaux bas comme les 30 000, ça fait qu'on a évidemment moins de gains en équivalent dollar. Et puis évidemment l'algorithme qui fait que dans le temps long, eh bien, c'est de plus en plus difficile de toute façon à miner. Alors pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Ah si, en voici une. Pour l'Ethereum, avec le passage à la proof of stake, le minage ne sera apparemment plus possible. C'est ça, le minage ne sera de toute façon plus possible, puisque l'algorithme distribuera aléatoirement à ceux qui stack, en tout cas mettent en garde, on va dire, des capitaux. Donc là, ce sera la prime à celui qui est le plus fourni et pas forcément celui qui est le plus astucieux. C'est vraiment la grande différence qu'il y a entre le proof of work et le proof of stake. Je suis un grand libéral, mais c'est vrai que je vais parler un petit peu comme de l'autre côté de la barrière, en disant que le proof of work, c'est le fait que n'importe qui peut réussir à partir de rien. Le proof of stake, c'est le fait que finalement, seuls les gens déjà bien achalandés, les capitalistes, ont déjà un avantage comparatif dès le départ. Évidemment, pour la planète, le proof of stake, c'est mieux que le proof of work. Donc on est sur des intérêts contradictoires très très forts, mais dans l'ambiance actuelle, j'ai une petite idée de qui va gagner au niveau de la philosophie. Le Bitcoin, par contre, sera peut-être le seul, le dinosaure qui résistera en proof of work. Alors, j'ajouterai un petit élément. J'ai déjà fait des webinaires également sur les fameux futurs Bitcoin et Ethereum. Et j'avais également indiqué à l'époque un documentaire qui est toujours en ligne sur Arte, que je ne peux que recommander à nouveau, qui s'intitulait Le mystère Satoshi, donc qui se trouve en ligne. Vous faites un Google là-dessus et vous devriez trouver très facilement
vidéo qui est qui est relativement bien faite et passionnante et qui montre bien effectivement, au-delà de tout cela, la philosophie qu'il y a derrière le Bitcoin. Donc, j'ai trouvé ce documentaire très intéressant. Je ne peux que le conseiller aux personnes qui ne l'auraient pas encore vu. Donc, pour ma part, sur la chaîne YouTube de Self Invest, alors le webinaire de ce soir sera également converti en vidéo et mis sur notre chaîne YouTube d'une part, mais chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez d'ores et déjà, je dois avoir fait 2 webinaires sur le sujet, donc retrouver des webinaires qui traitaient plus trading et avec des outils que l'on dispose également pour travailler sur les futurs, si toutefois cela vous intéresse. Alors, j'ai pas de nouvelles questions. On va peut-être laisser un peu de temps quand même. Bon, il est 18h54, hein, on a quasi fait 1 heure. Donc, voir s'il y a encore des questions ou des remarques. Je te remercie d'ores et déjà, Benoît, pour le travail fourni et pour effectivement toute la pédagogie apportée autour du Bitcoin et bien au-delà de la courbe pour montrer un petit peu toute cette histoire qui est certes assez récente, mais qui a déjà eu plusieurs rebondissements, comme tu l'as illustré ce soir. Donc, c'est effectivement important de recontextualiser tout ça. Et forcément, s'il y a quelques années, on pouvait être, et j'en faisais partie comme toi, relativement dubitatif devant l'arrivée des crypto-monnaies, force est de constater qu'aujourd'hui, dès 2017, il y a eu le CME qui a lancé les futurs Bitcoin, donc qui a donné véritablement des lettres de noblesse au Bitcoin, puis à l'Ethereum. Et en termes pour une information que tu n'as pas communiquée, que je me permets d'indiquer, c'est pour moi sur l'ensemble de la capitalisation boursière de toutes les crypto-monnaies qui existent actuellement, Ethereum plus Bitcoin, ça fait 60%. Donc, c'est pour donner l'importance de ces 2 crypto-monnaies par rapport à toutes les autres. Alors, pas plus de remarques pour l'instant. Non, pas de questions ni de remarques. Il me reste donc à remercier une nouvelle fois Benoît pour le slide de fin qui dit merci, bien sûr. Merci à tout le monde d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas à vous inscrire à de prochains webinaires. Le programme, bien sûr, est en ligne sur le site internet de WH Self Invest, onglet webinaire séminaire. Notez bien la différence entre un webinaire et un séminaire, puisque les séminaires, c'est bien sûr présentiel. Le prochain aura lieu le 23, donc. Oh là, je fatigue. 23 juin, pourtant, c'est pas moi qui donnais le webinaire ce soir. C'est moi qui ai pris la fatigue. Mais je suis levé très tôt ce matin. Voilà, écoutez, je coupe l'enregistrement. Je remercie une nouvelle fois tout le monde.